Voyageuse, voyageur, me revoilà avec la lecture des nouvelles d'Alfred Musset. Alfred de Musset, bien sûr, Musset de Alfred. Donc c'est le grand romantique de l'éternel du 19e siècle. Et j'étais surtout en pleine lecture donc, de la nouvelle Les Deux Maîtresses. Les Deux Maîtresses, c'est un petit peu... ça invoque toute la modernité de Musset. C'est vraiment l'incarnation même de la modernité. On est dans le polyamour, là. On est dans un triangle amoureux. Et évidemment, on a Valentin. Valentin, eh bien, écoutez, il a envie de séduire, on va dire, deux femmes à la fois. Et bien sûr, il va sans doute y arriver. Mais évidemment, comme je vous le disais, il y a toujours un choix cornélien à faire, comme dans la vie, d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il va choisir ? Ça, on le verra par la suite, si vous me suivez dans cette lecture. Là, on en était en plein description en fait, de ces deux femmes qui rencontrent. Donc, il y a Madame Delaunay et la marquise de Parne. Et on était en train de dire justement qu'elles se ressemblaient sans se ressembler. Et Valentin va être confronté à tous ces tourments d'esprit, de sentiments, Il est tourmenté, le garçon. Hein. Voilà, faut bien le dire. Et là, il se pose des questions sur leur ressemblance ou pas. Et comment il peut aimer deux femmes si différentes et en même temps si semblables. En même temps, me direz-vous, l'amour, c'est aussi réunir des incompatibles. Hein. On est dans la métaphysique de l'amour, là. Et on va y retourner dans cette métaphysique de l'amour. Je vous propose que je reprenne la lecture là où j'en étais arrêtée. N'hésitez pas à interagir, comme je vous le dis, sur les réseaux sociaux, #VBN. Ça nous fait très plaisir. Je reprends là où j'en étais. Et je crois que j'en étais dans cette description de ces deux femmes, Madame de Parne et Madame Delaunay. Donc il va chez elle, il va chez les deux en fait, le même jour. Malin. Il fut chez toutes deux le jour même. Ayant agi ainsi en gourmand, il se trouva désœuvré le lendemain. Ne pouvant recommencer ses visites avant quelques jours, il se demanda quel jour il le pourrait, après quoi, involontairement, il repassa dans sa tête ce qu'il avait dit et entendu durant ces 2 heures devenues précieuses pour lui. La ressemblance dont je vous ai parlé, et qui ne l'avait pas jusqu'alors frappé, le fit sourire d'abord. Il lui parut étrange que 2 jeunes femmes, dans des positions si diverses, et dont l'une ignorait l'existence de l'autre, eussent l'air d'être les 2 sœurs. Il compara dans sa mémoire leurs traits, leur taille et leur esprit. Chacune des 2 lui fit tour à tour moins aimer ou mieux goûter l'autre. Madame de Parne était coquette, vive, minaudière et enjouée. Madame Delaunay était aussi tout cela, mais pas tous les jours, au bal seulement, et à un degré, pour ainsi dire, tiède. La pauvreté, sans doute, en était la cause. Cependant, les yeux de la veuve brillaient parfois d'une flamme ardente qui semblait se concentrer dans le repos, tandis que le regard de la marquise ressemblait à une étincelle brillante, mais fugitive. C'est bien la même femme, se disait Valentin. C'est le même feu, voltigeant là sur un foyer joyeux ici couvert de cendres. Peu à peu, il vint au détail. Il pensa aux blanches mains de l'une, effleurant son clavier d'ivoire, aux mains un peu maigres de l'autre, tombant de fatigue sur ses genoux. Il pensa aux pieds, et il trouva bizarre que la plus pauvre fût la mieux chaussée. Elle faisait ses guêtres elle-même. Il vit la dame de la Chaussée-d'Antin, étendue sur sa chaise longue, respirant la fraîcheur, les bras nus dès le matin. Il se demandait si Madame Delaunay avait d'aussi beaux bras sous ses manches d'indienne. Et je ne sais pourquoi, il tressaillit à l'idée de voir Madame Delaunay les bras nus. Puis il pensa aux belles touffes de cheveux noirs de Madame de Parne et à l'aiguille à tricoter que Madame Delaunay plantait dans sa natte en causant. Il prit un crayon et chercha à retracer sur le papier la double image qui l'occupait. À force d'effacer et de tâtonner, il arriva à l'une de ces ressemblances lointaines dont la fantaisie se contente quelquefois plutôt que d'un portrait trop vrai. Dès qu'il eut obtenu cette esquisse,
Il s'arrêta. À laquelle des deux ressemblait-elle davantage? Il ne pouvait lui-même en décider. Ce fut tantôt à l'une et tantôt à l'autre, selon le caprice de sa rêverie. Que de mystère dans le destin, se disait-il. Qui sait, malgré les apparences, laquelle de ces deux femmes est la plus heureuse? Est-ce la plus riche ou la plus belle? Est-ce celle qui sera la plus aimée? Non, c'est celle qui aimera le mieux. Que ferait-elle si demain matin elle s'éveillait l'une à la place de l'autre? Valentin se souvint du dormeur éveillé, et sans s'apercevoir qu'il rêvait lui-même en plein jour, il fit 1000 châteaux en Espagne. Il se promit d'aller, dès le lendemain, faire ses 2 visites et d'emporter son esquisse pour en voir les défauts. En même temps, il ajoutait un coup de crayon, une boucle de cheveux, un pli à la robe. Les yeux étaient plus grands, le contour plus délicat. Il pensa de nouveau aux pieds, puis à la main, puis aux bras blancs. Il pensa encore à 1000 autres choses et enfin, il devint amoureux. Devenir amoureux n'est pas le difficile, c'est de savoir dire qu'on l'est. Valentin, muni de son esquisse, sortit de bonne heure le lendemain. Il commença par la marquise. Un heureux hasard, plus rare que l'on ne pense, voulut qu'il la trouvât ce jour-là, telle qu'il l'avait rêvée la veille. On était alors au mois de juillet. Sur un banc de bois, garni de frais coussins, sous un beau chèvrefeuille en fleurs, les bras nus, vêtue d'un peignoir, ainsi pouvait paraître une nymphe aux yeux d'un berger de Virgile. Ainsi parut, aux yeux du jeune homme, la blanche Isabelle, marquise de Parne. Elle le salua d'un de ces doux sourires qui coûtent si peu quand on a de belles dents, et lui montra assez nonchalamment un tabouret fort éloigné d'elle. Au lieu de s'asseoir sur ce tabouret, il le prit pour se rapprocher. Et comme il cherchait où se mettre, « Où allez-vous donc ?» demanda la marquise. Valentin pensa que sa tête s'était échauffée outre mesure et que la réalité indocile allait moins vite que le désir. Il s'arrêta et, replaçant le tabouret un peu plus loin encore qu'il n'était d'abord, s'assit, ne sachant trop quoi dire. Il faut savoir qu'un grand laquais, à mine insolente et rébarbative, était debout devant la marquise et lui présentait une tasse de chocolat brûlant qu'elle se mit à avaler à petites gorgées. La présence de ce tiers, l'extrême attention que mettait la dame à ne pas se brûler les lèvres, le peu de souci qu'en revanche elle prenait du visiteur, n'était pas fait pour encourager. Valentin tira gravement l'esquisse qu'il avait dans sa poche et, fixant ses yeux sur Madame de Parne, il examina alternativement l'original et la copie. Elle lui demanda ce qu'il faisait. Il se leva, lui donna son dessin, puis il se rassit sans en dire davantage. Au premier coup d'œil, la marquise fronça le sourcil, comme lorsqu'on cherche une ressemblance, puis elle se pencha de côté, comme on fait lorsque l'on a trouvé. Elle avala le reste de sa tasse, le laquais s'en fut, et les belles dents réapparurent avec le sourire. « C'est mieux que moi, dit-elle. Vous avez fait cela de mémoire? Comment vous y êtes-vous pris ?» Valentin répondit qu'un si beau visage n'avait pas besoin de poser pour qu'on pût le copier, et qu'il l'avait trouvé dans son cœur. La marquise fit un léger salut, et Valentin approcha son tabouret. Tout en causant de choses indifférentes, Madame de Parne regardait le dessin. « Je trouve, dit-elle, qu'il y a dans ce portrait une physionomie qui n'est pas la mienne. On dirait que cela ressemble à quelqu'un qui me ressemble, mais que ce n'est pas moi qu'on a voulu faire. » Valentin rougit malgré lui et crut sentir qu'au fond de l'âme, il aimait Madame de Launay. L'observation de la marquise lui en parut un témoignage. Il regarda de nouveau son dessin, puis la marquise, puis il pensa à la jeune veuve.
Celle que j'aime, se dit-il, est celle à qui ce portrait ressemble le plus. Puisque mon cœur a guidé ma main m'expliquera mon cœur. La conversation continua. Il s'agissait, je crois, d'une course de chevaux qu'on avait faite au champ de Mars la veille. « Vous êtes à 1 lieue, dit Madame de Parne. » Valentin se leva, s'avança vers elle. « Voilà un beau chèvrefeuille, dit-il en passant. » La marquise étendit le bras, cassa une petite branche en fleurs et la lui offrit gracieusement. « Tenez, dit-elle, prenez cela et dites-moi si c'est vraiment moi dont vous avez cherché la ressemblance ou si, en peignant une autre, vous l'avez trouvée par hasard. » Par un petit mouvement de fatuité, Valentin, au lieu de prendre la branche, présenta en riant à la marquise la boutonnière de son habit afin qu'elle y mît le bouquet elle-même. Pendant qu'elle s'y prêtait de bonne grâce, mais non sans quelque peine, il était debout et regardait la persienne dont je vous ai parlé avec une persienne entr'ouverte. Vous vous souvenez que Madame de Parne passait pour n'y jamais aller. Elle affectait même quelque mépris pour ce boudoir galant et recherché qu'elle trouvait de mauvaise compagnie. Valentin crut voir cependant que les fauteuils dorés et les tentures brillantes ne souffraient pas de la poussière. Au milieu de ces meubles à forme grecque, superbes et incommodes, comme tout ce qui vient de l'Empire, certaines chaises longues, évidemment modernes, lui parurent se détacher dans l'ombre. Le cœur lui battit, je ne sais pourquoi, en songeant que la belle marquise se servit quelquefois de son pavillon. Car pourquoi ce fauteuil eût-il été là, sinon pour aller s'y asseoir? Valentin saisit une des blanches mains occupées à le décorer et la porta doucement à ses lèvres. Ce qu'en pensa la marquise, je n'en sais rien. Valentin regarda la chaise longue, et Madame de Parne regardait le dessin de Valentin. Elle ne retirait pas sa main, et il la tenait entre les siennes. Un domestique parut sur le perron. Une visite arrivait. Valentin lâcha la main de la marquise et, chose assez singulière, elle ferma brusquement la persienne. La visite entrée, Valentin fut un peu embarrassé, car il vit que la marquise cachait son esquisse comme par mégarde, en jetant son mouchoir dessus. Ce n'était pas là son compte. Il prit le parti le plus court, il souleva le mouchoir et s'empara du papier. Madame de Parne fit un léger signe d'étonnement. « Je veux y retoucher, lui dit-il tout haut. Permettez-moi d'emporter cela. » Elle n'insista pas et il s'en fut avec. Il alla alors trouver Madame Delaunay qui faisait de la tapisserie. Sa mère était assise près d'elle. La pauvre femme, pour tout jardin, avait quelques fleurs sur sa croisée. Son costume, toujours le même, était de couleur sombre, car elle n'avait pas de robe de matin. Tout superflu et signe de richesse. Une velléité de fausse élégance lui faisait porter cependant des boucles d'oreilles de mauvais goût et une chaîne de chrysocales. Ajoutez à cela des cheveux en désordre et l'apparence d'une fatigue habituelle, vous conviendrez que le premier coup d'œil ne lui rendait pas en ce moment la comparaison favorable. Valentin n'osa pas, en présence de la mère, montrer le dessin qu'il apportait. Mais lorsque les 3 heures sonnèrent, la vieille dame, qui n'avait pas de servante, sortit pour préparer son dîner. C'était l'instant qu'attendait le jeune homme. Il tira donc de nouveau son portrait et tenta sa seconde épreuve. La veuve n'avait pas grande finesse et elle ne se reconnut pas. Et Valentin, un peu confus, se vit obligé de lui expliquer que c'était elle qui l'avait voulu faire. Elle en parut d'abord étonnée, puis enchantée, et croyant simplement que c'était un cadeau que Valentin lui offrait, elle alla décrocher un petit cadre en bois blanc à la cheminée, en nota un affreux portrait de Napoléon qui jaunissait depuis 1810 et se disposa à y mettre le sien. Valentin commença par la laisser faire. Il ne pouvait se résoudre à gâter ce mouvement de joie naïve.
Cependant, l'idée que Madame de Parne lui redemanderait sans doute son dessin le chagrinait visiblement. Madame Delaunay, qui s'en aperçut, crut avoir commis une indiscrétion. Elle s'arrêta embarrassée, tenant son cadre et ne sachant qu'en faire. Valentin, qui de son côté sentait qu'il avait fait une sottise en montrant ce portrait et qu'il ne voulait pas donner, cherchait en vain à sortir d'embarras. Après quelques instants de gêne et d'hésitation, le cadre et le papier restèrent sur la table, à côté du Napoléon détrôné, et Madame Delaunay reprit son ouvrage. « Je voudrais, dit enfin Valentin, qu'avant de vous laisser cette petite ébauche, il me fut permis d'en faire une copie. »« Je crois que je suis qu'une étourdie, répondit la veuve. Gardez ce dessin qui vous appartient si vous y attachez quelque prix. Je ne suppose pourtant pas que votre intention soit de le mettre dans votre chambre, ni de le montrer à vos amis. » « Certainement non, mais c'est pour moi que je l'ai fait et je ne voudrais pas le perdre entièrement. À quoi pourra-t-il vous servir puisque vous m'assurez que vous ne le montrerez pas ? Il me servira à vous voir, madame, et à parler quelquefois à votre image de ce que je n'ose vous dire à vous-même. » Quoique cette phrase, à la rigueur, ne fût qu'une galanterie, le ton dont elle était prononcée fit lever les yeux à la veuve. Elle jeta sur le jeune homme un regard, non pas sévère, mais sérieux. Ce regard troubla Valentin, déjà ému de ses propres paroles. Il roula l'esquisse et allait la remettre dans sa poche quand Madame Delaunay se leva et la lui prit des mains d'un air de raillerie timide. Il se mit à rire et à son tour s'empara lestement du papier. « Et de quel droit, madame, m'ôteriez-vous ma propriété ? Est-ce que cela ne m'appartient pas ? » ?»« Non, dit-elle assez sèchement, personne n'a le droit de faire un portrait sans le consentement du modèle. » Elle s'était rassise à ce mot, et Valentin, la voyant un peu agitée, s'approcha d'elle et se sentit plus hardi. Soit repentie d'avoir laissé voir le plaisir qu'elle avait d'abord ressenti, soit désappointement, soit impatience, Madame Delaunay avait la main tremblante. Valentin, qui venait de baiser celle de Madame de Parne et qui ne l'avait pas fait trembler pour cela, prit sans autre réflexion celle de la veuve. Elle le regarda d'un air stupéfait car c'était la première fois qu'il arrivait à Valentin d'être si familier avec elle. Mais quand elle le vit s'incliner et approcher ses lèvres de sa main, elle se leva, lui laissa prendre sans résistance un long baiser sur sa mitaine et lui dit avec une extrême douceur : « Mon cher monsieur, ma mère a besoin de moi, je suis fâchée de vous quitter. » Elle le laissa seul sur ce compliment, sans lui donner le temps de la retenir et sans attendre sa réponse. Il se sentit fort inquiet. Il eut peur de la voir blessée. Il ne pouvait se décider à s'en aller et rester debout, attendant qu'elle revînt. Ce fut la mère qui réapparut, et il craignit, en la voyant, que son imprudence ne lui coûtât cher. Il n'en fut rien. La bonne dame, de l'air le plus riant, venait lui tenir compagnie pendant que sa fille repassait sa robe pour aller le soir à son petit bal. Il voulut attendre encore quelque temps, espérant toujours que la belle boudeuse allait pardonner. Mais la robe était à ce qui paraît fort ample, et le temps de se retirer arriva, et il fallut partir sans en connaître son sort. Rentré chez lui, notre étourdi ne se trouva pourtant pas trop mécontent de sa journée. Il repassa peu à peu dans sa tête toutes les circonstances de ces deux visites. Comme un chasseur qui a lancé le cerf et qui calcule ses embuscades, ainsi l'amoureux calcule ses chances et raisonne sa fantaisie. La modestie n'était pas le défaut de Valentin. Il commença par convenir avec lui-même que la marquise lui appartenait. En effet, il n'y avait eu de la part de Madame de Parne ni ombre de sévérité ni de résistance. Il fit cependant réflexion
que par cette raison même, il pouvait bien n'y avoir qu'une ombre légère de coquetterie. Il y a de très belles dames de par le monde qui se laissent baiser la main comme le pape laisse baiser sa mule. C'est une formalité charitable. Tant mieux pour celle qu'elle mène au paradis. Valentin se dit que la pruderie de la veuve promettait peut-être plus, au fond, que le laisser-aller de la marquise. Madame Delaunay, après tout, n'avait pas été bien rigide. Elle avait doucement retiré sa main et s'en était allée repasser sa robe. En pensant à cette robe, Valentin pensa au petit bal. C'était le soir même et il s'y promit d'y aller. Tout en se promenant par la chambre et tout en faisant sa toilette, son imagination s'exaltait. C'était la veuve qu'il allait voir, c'était à elle qu'il songeait. Il vit sur la table un petit portefeuille à scellé qu'il avait gagné dans une loterie. Sur la couverture de ce portefeuille était un méchant paysage à l'aquarelle sous verre et assez bien monté. Il remplaça adroitement ce paysage par le portrait de Madame de Parne. Je me trompe, je veux dire de Madame Delaunay. Cela fait, il mit ce portefeuille en poche, se promettant de le tirer à propos et de le faire voir à sa future conquête. Que dira-t-elle, se demanda-t-il, et que répondrai-je, se demanda-t-il encore, tout en ruminant entre ses dents quelques-unes de ces phrases préparées d'avance, qu'on apprend par cœur et qu'on ne dit jamais. Il lui vint l'idée beaucoup plus simple d'écrire une déclaration en forme et de la donner à la veuve. Le voilà écrivant. 4 pages se remplissent. Tout le monde sait combien le cœur s'émeut durant ces instants où l'on cède à la tentation de fixer sur le papier un sentiment, peut-être fugitif. Il est doux, il est dangereux, qu'écrivit Madame d'oser dire qu'on aime. La première page qu'écrivit Valentin était un peu froide et beaucoup trop lisible. Les virgules s'y trouvaient à leur place, les alinéas bien marqués, toutes choses qui prouvent peu d'amour. La seconde page était déjà moins correcte. Les lignes se pressaient à la 3e et la 4e, il faut en convenir, étaient pleines de fautes d'orthographe. Comment vous dire l'étrange pensée qui s'empara de Valentin tandis qu'il cachetait sa lettre ? C'était pour la veuve qu'il l'avait écrite. C'était à elle qu'il parlait de son amour, de son baiser du matin, de ses craintes et de ses désirs. Au moment d'y mettre l'adresse, il s'aperçut en se relisant qu'aucun détail particulier ne se trouvait dans cette lettre. Et il ne put s'empêcher de sourire à l'idée de l'envoyer à Madame de Parne. Peut-être y eut-il eu à son insu un motif caché qui le porta à exécuter cette idée bizarre. Il se sentait au fond du cœur incapable d'écrire une pareille lettre pour la marquise. Et son cœur lui disait en même temps que lorsqu'il voudrait, il pourrait en réécrire une autre à Madame Delaunay. Il profita donc de l'occasion et envoya sans plus tarder la déclaration faite pour la veuve à l'hôtel de la Chaussée-d'Antin. C'était chez un ancien notaire nommé Monsieur de Andelys qu'avait lieu la petite réunion où Valentin devait rencontrer Madame Delaunay. Il l'y trouva, comme il l'espérait, plus belle et plus coquette que jamais. Malgré la chaîne et les boucles d'oreilles, sa toilette était presque simple. Un seul nœud de ruban de couleurs changeantes accompagnait son joli visage et un autre de pareille nuance serrait sa taille souple et mignonne. J'ai dit qu'elle était fort petite, brune et qu'elle avait de grands yeux. Elle était aussi un peu maigre et différait en cela de Madame de Parne, dont l'embonpoint montrait les plus belles formes enveloppées d'un réseau d'albâtre. Pour me servir d'une expression d'atelier qui rendra ici ma pensée, l'ensemble de Madame Delaunay était bien fondu, c'est-à-dire que rien ne tranchait en elle. Ses cheveux n'étaient pas très noirs et son teint n'était pas très blanc. Elle avait l'air d'une petite créole. Madame de Parne, au contraire, était comme peinte. Une légère pourpre colorait ses joues et ravivait ses yeux étincelants. Rien n'était plus admirable que ses épais cheveux noirs couronnant ses belles épaules. Mais je vois comme je fais comme mon héros.
Je pense à l'une quand il faut parler de l'autre. Souvenons-nous que la musique n'allait point à des soirées de notaire. Quand Valentin pria la veuve de lui accorder une contredanse, un « je suis engagé » bien sec fut toute la réponse qu'il obtint. Notre étourdi, qui s'y attendait, feignit de ne pas avoir entendu et répondit « je vous remercie ». Il fit quelques pas là-dessus et Madame Delaunay courut après lui pour lui dire qu'il se trompait. « En ce cas, demanda-t-il aussitôt, quelle contredanse me donnerez-vous » Elle rougit et, n'osant refuser, feuilletait un petit livret de bal où ses danseurs étaient inscrits. « Ce livret me trompe, dit-elle en hésitant. Il y a quantité de noms que je n'ai pas encore effacés et qui me troublent la mémoire. » C'était bien le cas de tirer le portefeuille à portrait. Valentin n'y manqua pas. « Tenez, dit-il, écrivez mon nom sur la première page de cet album, il me sera plus cher encore. » Madame Delaunay se reconnut cette fois. Elle prit le portefeuille, regarda son portrait et écrivit à la première page le nom de Valentin. Après quoi, en lui rendant le portefeuille, elle lui dit assez tristement « Il faut que je vous parle. J'ai 2 mots nécessaires à vous dire, mais je ne puis pas danser avec vous. » Elle passa alors dans une chambre voisine où l'on jouait et Valentin la suivait. Elle paraissait excessivement embarrassée. « Ce que j'ai à vous demander, dit-elle, va peut-être vous sembler très ridicule. Je sens moi-même que vous aurez raison de le trouver ainsi. Vous m'avez fait une visite ce matin et vous m'avez pris la main. Je ne suis ni assez enfant, ni assez sotte pour ignorer que si peu de choses ne fâchent personne et ne signifient rien. Dans le grand monde, dans celui où vous vivez, ce n'est qu'une simple politesse. Cependant, nous nous trouvions seuls et vous n'arriviez ni ne partiez. Vous conviendrez, ou pour mieux dire, vous comprendrez peut-être par amitié pour moi. » Elle s'arrêta, moitié par crainte, moitié par ennui de l'effort qu'elle faisait. Valentin, à qui ce préambule causait une frayeur mortelle, attendait qu'elle continuât lorsqu'une idée subite lui traversa l'esprit. Il ne réfléchit pas à ce qu'il faisait et, cédant à un premier mouvement, il s'écria « Votre mère l'a vu ». « Non », répondit la veuve avec dignité. « Non, monsieur, ma mère n'a rien vu. » Comme elle achevait ces mots, la contredanse commença. Son danseur vint la chercher et elle disparut dans la foule. Valentin attendit impatiemment, comme vous pouvez croire, que la contredanse fût finie. Ce moment désiré arriva enfin. Mais Madame Delaunay retourna à sa place et quoi qu'il fît pour l'approcher, il ne put lui parler. Elle ne semblait pas hésiter sur ce qui lui restait à dire, mais pensait comme elle le dirait. Valentin se faisait 1000 questions, qui toutes aboutissaient au même résultat. Elle veut me prier de ne plus revenir chez elle. Une pareille défense, cependant, sur un aussi léger prétexte le révoltait. Il y trouvait plus que du ridicule. Il y voyait ou une sévérité déplacée, ou une fausse vertu prompte à se faire valoir. « C'est une bégueule ou une coquette, » se dit-il. « Voilà madame, comment on juge à 25 ans. » Madame Delaunay comprenait parfaitement ce qui se passait dans la tête du jeune homme. Elle l'avait bien un peu prévu, mais en le voyant, elle perdait courage. Son intention n'était pas tout à fait de défendre sa porte à Valentin. Mais tout en ayant guère d'esprit, elle avait beaucoup de cœur et elle avait vu clairement le matin qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie et qu'elle allait être attaquée. C'est le moment pour moi de vous dire au revoir, de vous souhaiter une très belle nuit au Pays des Songes et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle émission pour la suite des nouvelles de Musset. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle nuit. À très vite.